Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de l'Audi Q3 45 TFSI-E. C'est la version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. L'Audi Q3 de deuxième génération est sorti en 2018, un an plus tard, apparition de la version Sportback, et aujourd'hui il est enfin disponible en version hybride rechargeable. C'est donc cette version 45 TFSI-E que nous essayons aujourd'hui. Alors un hybride rechargeable en 2021, c'est juste normal, mais est-ce que c'est pour faire un petit peu comme tout le monde, ou est-ce qu'il y a un vrai plus à rouler dans cette voiture au quotidien? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine, la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station et activer la petite clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dimanche prochain à 18 h, on a rendez-vous avec une future star, j'en suis certain, direction l'Italie et la découverte de la Fiat 500 100% électrique, une voiture pleine de promesses. Est-ce que les promesses seront tenues? La réponse dans une semaine. D'autres essais tout aussi électrisants dans les semaines suivantes, on en reparle tout à l'heure. Extérieurement, cet exemplaire d'essai, c'est une Q3 Sportback équipée de la finition S-Line avec le Shadow Look. On détaillera d'ailleurs les options tout à l'heure à la fin de cet essai. La couleur, c'est argent rosé métallisé. Dans les faits, je dirais plutôt pistache légère. Au niveau des dimensions, eh bien, cette voiture, elle mesure 4,50 m de long, 1,84 m de large et 1,57 m de haut. Le Q3 Sportback, je trouve qu'il a plutôt belle allure. Extérieurement, le compromis entre élégance et sportivité est plutôt réussi, avec ses flancs creusés, aux lignes droites, les ailes qui sont musclées à l'arrière, tout en courbe, et qui assoient, qui élargissent visuellement la voiture. De l'arrière, de côté ou de face, clairement, cette voiture, c'est une Audi, reconnaissable entre mille. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur de cette voiture? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot de ce Q3 hybride rechargeable, on retrouve deux moteurs, un thermique et un électrique. Le moteur thermique, c'est un moteur très connu au sein du groupe Volkswagen. Pour l'exclusivité d'ailleurs, on repassera. Le 1400 cm3, 4 cylindres qui développe 150 chevaux et qui entraîne les roues avant. Il est épaulé par le moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est intégré à la boîte de vitesse S-Tronic à 6 rapports. Ce moteur, il développe 85 kW de puissance. La puissance cumulée, elle est confortable sans être démesurée. 245 chevaux, un couple généreux de 400 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 7,3 secondes. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie d'une capacité généreuse de 13 kWh brut, soit 10,4 kWh net. Batterie qui est située en amont de l'essieu arrière et qui doit permettre à cette voiture de rouler 50 km sur une seule charge. C'est selon la norme WLTP, mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien la réponse tout à l'heure quand on sera sur la route et vous allez être très surpris. Pour recharger la batterie de ce Q3 hybride rechargeable, ça se passe à l'avant, du côté gauche, avec sous la trappe, vous le voyez, un connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 3,7 kW. C'est pas grand chose, c'est le minimum syndical que nous propose Audi dans cette voiture et c'est un petit peu dommage. Je le dis toujours, un chargeur embarqué plus rapide, plus puissant, eh bien, permet de maximiser les kilomètres qu'on va parcourir en 100% électrique entre deux trajets si vous branchez vite. Avec un chargeur de 3,7, forcément, vous allez remplir moins vite la batterie qu'avec un chargeur plus puissant et donc vous aurez moins d'autonomie en 100% électrique si vous devez repartir une demi-heure, une heure ou une heure et demie après. C'est un petit peu dommage. Donc 3,7 kW puissance du chargeur embarqué. De l'autre côté, à l'arrière, du côté droit, on a la trappe avec le carburant fossile, 45 litres. Donc ça, c'est un réservoir qui est plutôt généreux et qui va vous permettre d'aborder sereinement des trajets plus longs sur autoroute notamment. Une voiture électrique ou électrifiée, c'est bien. Une voiture électrique ou électrifiée et une carte de recharge qui vous emmène partout, c'est mieux. Celle-ci, c'est la carte de notre partenaire, Eddy, Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station. Carte qui vous emmène partout. Pourquoi? Parce qu'elle est valable sur plus de 100 000 points de recharge partout en Europe, y compris le réseau super rapide Ionity. Vous pouvez vous la procurer dès aujourd'hui en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. D'autant plus qu'elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez donc
donc uniquement ce que vous consommez, autant de bonnes raisons de l'avoir toujours à portée de main dans la voiture. Si vous voulez découvrir tous les avantages et les services proposés par Eddy, rendez-vous également sur le site internet mentionné dans la description. Vous découvrirez par exemple ce qu'est le split billing, si vous ne connaissez pas ça. Si vous avez une voiture de société, ça va vous intéresser, une voiture de société avec frais de recharge pris en compte par votre employeur. Et puis si vous voulez également une borne de recharge connectée ou non, avec une ou deux prises, eh bien c'est possible également via Eddy Electric by D'Ieteren, qu'on salue évidemment. 380 litres, c'est la capacité relativement limitée de chargement de cet Audi Q3 hybride rechargeable. C'est 130 litres de moins que sur les versions non électrifiées. Alors 380 litres avec les sièges arrière droits, les sièges arrière complètement rabattus. Eh bien on passe à 1250 litres, sièges arrière qui sont rabattables en 3 parties. Vous le voyez peut-être. Alors on a des éléments pratiques dans ce coffre. On a ce plancher en dessous duquel on n'a malheureusement pas de place disponible pour loger des accessoires, etc. On a en dessous en fait une partie de l'équipement lié à l'hybridation ainsi que le crochet de remorquage, etc. Donc ça c'est en dessous du plancher, donc qui n'est pas utilisable pour y stocker quelque chose. On a par contre des petits crochets avec des filets qui sont bien pratiques, et puis on a également deux parties à gauche et à droite pour y glisser des choses qui pourraient se promener dans le coffre. Mais voilà, 380 litres, 1250 litres, c'est la capacité du coffre sur ce Q3 hybride rechargeable. Avant de prendre place au volant de cet Audi Q3 Sportback hybride rechargeable, me voici installé à l'arrière. Enfin, quand je dis installé, c'est un bien grand mot. Me voici calé à l'arrière. Regardez, je dois voyager avec les genoux de part et d'autre du siège avant. Alors, le siège avant est réglé comme pour moi, 1,90 m et 1,90 m à l'arrière, ça ne passe pas. Mais rassurez-vous, si vous avez des enfants qui ne sont pas tous aussi grands que moi, ça devrait passer sans problème. Faites le test d'ailleurs si vous allez en famille dans une concession, que vous envisagez l'achat de cette voiture, et bien donc allez-y en famille et faites le test de vous installer tous à bord avec les sièges correctement réglés et vous serez vite fixés. Au niveau des équipements de cette voiture, on a tout d'abord au niveau du siège un accoudoir central avec porte-gobelet. On a ici les vitres électriques évidemment, on a des petits filets au dos des sièges avant, et puis là je vois sur l'arrière de la console centrale pas de prise USB. Ça doit être disponible en option j'imagine. Le catalogue est tellement épais, il faut le parcourir. Bienvenue à bord de cette Audi Q3 hybride rechargeable. Alors si à l'extérieur une Audi se reconnaît de loin, à l'intérieur, quiconque a déjà mis les pieds dans une voiture de la marque allemande récente, eh bien retrouvera sans problème ses repères. C'est pas très joyeux, mais c'est bien construit. Les allergiques au tout à l'écran seront ravis. Vous le voyez, il y a des boutons un petit peu partout. On va détailler ça dans un instant. Deux bémols d'emblée cependant. Cet étrange module ici qui est très vide, qui est pas très beau, avec juste le bouton de volume et puis les plages avant-arrière, etc. Bon, c'est pas très joli. Et puis globalement, en partie basse de la console centrale, on va dire qu'il y a des matériaux qui sont globalement quelconques. Et puis des plastiques durs aussi. C'est que du plastique dur partout. Et franchement, autant dans une Volkswagen, ça passe, on s'y fait. Dans une Audi, bof. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent de décrire ce tableau de bord qui donc est très fourni avec pas mal de boutons. On est bien loin du tout à l'écran ici dans cette Audi Q3 hybride rechargeable. Portière conducteur, on a en partie haute la poignée, le verrouillage centralisé, en partie intermédiaire les réglages des rétroviseurs qu'on peut rabattre à la demande, qui sont dégivrants également, et puis les vitres électriques. Ensuite, en partie inférieure, près du vide-poche, on a encore deux boutons. Le premier pour l'ouverture de la trappe à carburant et le deuxième pour l'ouverture du haillon. L'ouverture uniquement, il n'est pas possible de refermer le haillon avec ce bouton. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que si vous ouvrez le coffre avec un enfant qui n'est pas très grand, qui va chercher son sac de cours par exemple pour arriver à l'école et que vous souhaitez le refermer, eh bien l'enfant lui-même va devoir le faire, vous allez devoir sortir de la voiture. Il n'est pas possible de refermer le haillon à partir de ce bouton. Voilà, c'est un petit peu dommage. Direction ensuite le tableau de bord. À gauche du volant, sur le tableau de bord, on a la gestion des phares et des feux anti-brouillard avec une position automatique dans laquelle vous allez laisser ce réglage le plus régulièrement évidemment. Ensuite, on a ce volant qui est plutôt agréable, très sympa sur cette version S-Line, avec en partie gauche sur le volant la gestion de l'écran instrument, on y reviendra dans un instant. À droite, la gestion du système audio, du téléphone, et puis également la touche favori qui est bien pratique, touche que vous allez pouvoir customiser évidemment. Au niveau des commodos, on a les deux commodos principaux, c'est classique, et puis le troisième, c'est pour la gestion du régulateur limiteur de vitesse. Des palettes sont également présentes pour la gestion de la boîte de vitesse, on y reviendra
verra tout à l'heure. Derrière le volant, cet écran Virtual Cockpit Plus optionnel HD de 12,23 pouces, c'est 10,25 pouces de série, personnalisable. Alors la petite démo, c'est très simple, hein, c'est via donc les touches ici sur la gauche du volant. On peut naviguer de manière horizontale, vous le voyez, voilà. Et puis on peut naviguer également de manière verticale, ici avec la petite roulette, voilà, on est sur les radios. On peut le faire également avec la gestion de la consommation, etc., l'autonomie, date et heure, etc. Donc voilà, c'est assez classique, gestion horizontale et gestion verticale, et possibilité, vous le voyez, d'afficher eh bien la carte Google entre les deux compteurs principaux. Possibilité également de personnaliser l'ensemble du tableau de bord avec la touche View. Vous pouvez choisir la vue que vous voulez. Là, on a une vue avec la carte qui est beaucoup plus étendue. On peut également avoir une vue, vous le voyez, un petit peu plus restreinte, en fait une vue traditionnelle on va dire, et une vue un petit peu plus 2021. Pas d'affichage tête haute ici sur cette voiture. Deuxième écran, l'écran de 10,1 pouces. On y reviendra dans un instant, mais c'est du classique, hein, du traditionnel pour quiconque connaît les derniers écrans et le système d'infodivertissement de chez Audi. En partie basse, on a ici la gestion eh bien, de la zone chauffage et climatisation, avec, vous le voyez, beaucoup de boutons. On ne passe pas du tout par l'écran pour gérer le chauffage et la climatisation. Certains s'en réjouiront certainement. Ici, cette fameuse zone un petit peu spéciale, ça me fait penser à ce qu'on a retrouvé dans, c'était le Land Rover Discovery Sport, où il y avait aussi une zone comme ça, très plastique, qui ne servait pas à grand chose. Je trouve ça un petit peu étrange, avec donc ce bouton de volume pour allumer, éteindre l'écran d'infodivertissement et pour passer d'une plage à l'autre ou d'une station à l'autre également. Ensuite, on a des boutons, encore des boutons. Le Drive Select, on y reviendra sur la route. Également ici, le contrôle de stabilité qu'on peut désactiver. Le menu EV qui va permettre de switcher entre d'autres modes d'entraînement. On reviendra sur les modes d'entraînement et les modes de conduite sur la route dans un instant. Les feux de détresse et puis également le parking qui affiche la caméra de recul à la demande. Si on pousse sur le bouton, vous voyez, la caméra de recul est affichée. Ensuite, un rangement. En rangement qui peut être équipé en option, toujours d'une recharge par induction. C'est le cas sur cette voiture. Rangement qui comprend deux prises USB-C. On a ensuite le sélecteur de vitesse, rien à dire, c'est du traditionnel. Le frein de parking, le auto hold, c'est-à-dire possibilité pour la voiture quand vous levez le pied et que vous êtes à l'arrêt de ne pas ramper, mais de rester, de se maintenir à l'arrêt. C'est le cas donc. Ici, une prise 12 volts type allume-cigare. On a également les traditionnelles portes gobelets avec le petit système de retenue. Une petite zone pour déposer des pièces ou des jetons de parking ou de car wash par exemple. Et puis alors, l'accoudoir central. Et l'accoudoir central, quand on le lève, petite déception quand même, on a sous l'accoudoir central, on n'a pas une profondeur énorme. On a une petite profondeur, vous le voyez. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus grand. Cela dit, des rangements, il y en a quand même ici au niveau de la console centrale. On en a dans les portières. Voilà, je vais dire, c'est pas, il n'y a pas pléthore de rangements, mais il y a l'essentiel. Et voilà pour l'essentiel justement de la description de ce tableau de bord. On va passer maintenant à la description du système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement dans cet Audi Q3 hybride rechargeable. Alors c'est, je le disais, hein, du traditionnel Audi. C'est assez classe d'ailleurs, je trouve ça plutôt fin, plutôt élégant et on peut naviguer assez facilement. Alors par défaut, vous aurez soit ceci devant les yeux, soit les trois tuiles avec ce que vous allez utiliser le plus régulièrement. Donc vous avez accès ici à la radio, au téléphone et au GPS, à la navigation. Ici, vous les retrouvez évidemment avec encore la possibilité ici, voilà, de placer quelques raccourcis. Ici également possibilité d'avoir des raccourcis sur le côté. Vous le voyez donc menu horizontaux avec tout ce que vous allez pouvoir régler, notamment dans la partie liée à la voiture, au menu de la voiture, etc. L'Audi Drive Select, les affichages, etc., etc., etc. Donc là, ce sera dans cette partie-ci. Et puis possibilité également de faire descendre ici. Voilà, la batterie par exemple ici est déchargée et donc on fait descendre ce petit menu et c'est là que vous allez pouvoir dialoguer avec la voiture également. C'est là que vous allez pouvoir également gérer les profils, le Wi-Fi, etc., etc. Également possibilité d'éteindre cet écran d'infodivertissement et on rappuie dessus pour le rallumer. Voilà, fonctionnement très intuitif, très classe. Franchement, c'est super beau, c'est super bien fait et ça fonctionne bien. Bref, la rigueur allemande aussi s'invite dans cette voiture avec cette interface MMI.
Au démarrage, cet Audi Q3 hybride rechargeable va privilégier la route en 100% électrique tant que la batterie haute tension dispose de l'énergie suffisante, tant que la batterie n'est pas complètement déchargée. Et complètement déchargée, elle ne l'est jamais réellement, puisque quand il n'y a plus assez d'énergie pour rouler en mode 100% électrique en permanence, eh bien il en reste toujours un petit peu, comme sur toute voiture hybride simple, eh bien pour apporter un petit coup de boost quand c'est nécessaire, notamment lors des phases d'accélération par exemple, pour soulager le moteur thermique et donc faire diminuer la consommation. Donc voilà, quand la batterie est chargée, eh bien la voiture va privilégier l'électrique. Quand la batterie est déchargée, eh bien là, la voiture va se comporter comme une hybride simple et donc amener ce petit coup de boost supplémentaire de l'électrique pour faire baisser la consommation. Quand on est à très basse vitesse par exemple, il est même possible à très basse vitesse de rouler quelques centaines de mètres en 100% électrique, tant qu'on n'écrase pas l'accélérateur évidemment. Et puis lors des phases à vitesse stabilisée aussi, où quand c'est possible, le moteur va se couper, le moteur thermique, pour faire place à l'électrique sur quelques centaines de mètres parfois, mais c'est suffisant pour faire baisser la consommation du moteur thermique. Un petit mot concernant les sièges et les réglages de sièges dans cette voiture. Alors les sièges sont extrêmement confortables. Je rappelle que ce sont des sièges spécifiques puisqu'on est dans une finition S-Line. Les sièges sont à réglage manuel et pourtant, malgré mon 1,90 m qui parfois pose problème pour les réglages de sièges, eh bien j'ai trouvé ma position de conduite idéale. Les réglages sont manuels mais ils sont extrêmement nombreux. Alors bien sûr, les réglages électriques sont disponibles, mais c'est en option. Et une voiture dans laquelle, c'est la réflexion que je me faisais en rentrant dans cette voiture et en trouvant ma position de conduite idéale tout de suite, une voiture dans laquelle on est tout de suite bien, c'est une voiture dans laquelle on se sent accueilli. Je veux dire, c'est un premier bon... c'est un bon premier contact, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un bon premier contact avec la voiture quand on se sent accueilli dans une voiture parce qu'on y trouve tout de suite sa position de conduite idéale. Les aides à la conduite, elles sont évidemment nombreuses, disponibles dans cette voiture. Disponible ne veut pas dire de série, évidemment. Alors on a l'avertisseur d'angle mort, on a le front assist qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs avec un bon dosage. On a également l'assistant de maintien dans la voie, là aussi franchement ça maintient bien au centre de la voie de circulation, c'est assez rassurant. Et puis le régulateur de vitesse, je vous parlais d'équipement optionnel, le régulateur de vitesse simple, donc pas adaptatif, lui-même est déjà en option. Alors autant vous dire que si vous le voulez adaptatif, il y aura un petit supplément. Concernant le comportement de cette voiture, alors il faut la prendre pour ce pourquoi elle est faite, à savoir vous accompagner tranquillement au quotidien de manière extrêmement économique en étant bien installée, une voiture confortable et très plaisante au quotidien. Voiture équipée d'un moteur 1400 cm3, alors même épaulée par le moteur électrique, ça ne va pas transformer cette voiture en dragster, bien loin de là. Donc si vous voulez qu'elle vous accompagne tranquillement, eh bien vous serez pleinement satisfait. Si vous voulez faire des petites sensations un peu dynamiques sportive avec cette voiture, choisissez plutôt une autre motorisation. Concernant le bruit dans cette voiture, alors absence de bruit aérodynamique, franchement c'est très bien maîtrisé. Les bruits de roulement sont très bien maîtrisés également. On est vraiment dans un petit cocon de ce point de vue-là. Qui dit bruit dit aussi moteur thermique, puisqu'on n'est pas dans une 100% électrique mais dans une hybride rechargeable. Alors tant qu'on est en mode électrique, tout va bien. Mais quand on bascule sur le moteur thermique, je vous le disais, 1400 cm3, c'est un petit moteur. Si vous écrasez l'accélérateur lors des phases d'accélération, etc., de manière un petit peu plus appuyée, il va hurler et il n'a pas un hurlement très agréable, donc c'est pas très chouette. Raison de plus pour rouler cool avec cette voiture. Concernant la possibilité de tracter une charge freinée ou non freinée, eh bien avec une charge freinée, vous pouvez monter jusqu'à 1700 kg avec cette voiture. Une charge non freinée, ce sera 750 kg. Dans cette voiture, on va distinguer les modes de conduite et les modes d'entraînement. Alors les modes de conduite, ce sera dans un instant. Place à présent au mode d'entraînement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire avancer la voiture? Est-ce que c'est l'électricité, le moteur électrique ou le moteur thermique ou la combinaison des deux? Ça c'est le mode auto-hybride. Mode auto-hybride, premier mode disponible. La voiture décide ce qui est le plus efficient finalement pour faire avancer cette voiture. Ou alors le mode EV, sélectionnable via le petit bouton, on l'a vu sur la console centrale, pour forcer le mode 100% électrique. Mais rappelons qu'au quotidien, tant que la batterie dispose de la charge nécessaire, eh bien la voiture va de toute façon privilégier le mode électrique. Mais en appuyant sur ce bouton, vous avez accès en plus à un menu supplémentaire. On l'a vu, avec deux options de plus, à savoir le mode batterie charge et le mode battery hold. Ça dit bien ce que ça veut dire en anglais, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Batterie charge et battery hold. Alors battery hold, la batterie va se maintenir à son niveau actuel.
habituelle. Et puis batterie charge pour utilisation ultérieure en milieu urbain par exemple. Et puis batterie charge, ça veut dire qu'en plus de faire avancer la voiture, le moteur thermique va recharger la batterie. Autant vous dire que là, la consommation, elle s'envole. Concernant les modes de conduite à présent, on va pouvoir agir sur les suspensions, sur la direction et également sur le passage plus ou moins rapide des vitesses, autrement dit des montées en régime plus ou moins importantes. Alors on a le mode auto, où là c'est la voiture qui gère tout elle-même, tout en fonction des paramètres actuels de conduite, etc. La voiture va tout gérer toute seule, c'est le paramètre, le mode que vous allez choisir si vous ne voulez pas choisir de mode de conduite particulier. Vous avez le mode confort, où là la direction sera plus souple, la suspension sera plus souple et les passages de vitesse vont se faire plus rapidement, donc la voiture va moins monter dans les tours. A contrario, vous avez le mode dynamique où là vous avez des passages de vitesse qui vont s'effectuer plus tardivement, donc la voiture va davantage monter dans les tours, la direction et les suspensions vont se raffermir. Et puis vous avez le mode individual, vous allez vous-même pouvoir agir sur tous ces paramètres et ça c'est plutôt sympa. Si vous aimez par exemple des passages de vitesse plus tardifs, ça aura un impact évidemment sur la consommation, mais si c'est votre choix, c'est possible et vous pouvez combiner ça avec une direction plus douce par exemple, si vous préférez une direction plus douce. Donc voilà, mode individual qui est plutôt sympa pour se concocter son petit mode de conduite à soi. 11,8 mètres, c'est la valeur du diamètre de braquage sur ce Audi Q3 hybride rechargeable. Alors dans les faits, franchement, la voiture elle est plutôt agile, c'est plutôt agréable, notamment au niveau des proportions. La voiture n'est pas très grande par rapport au plus gros SUV. Ici on a un SUV de relativement petite taille et donc ce diamètre de braquage de 11,8 mètres, il est très agréable au quotidien. Franchement, en ville, on s'y sent bien. Un petit mot à présent concernant le passage du moteur électrique au moteur thermique et inversement. Est-ce qu'on a une sensation désagréable ou pas? Est-ce qu'on a des à-coups par exemple? Eh bien non, tant qu'on utilise cette voiture pour ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire pour rouler cool au quotidien et faire des économies. Autrement dit, tant qu'on n'écrase pas l'accélérateur. Donc les passages sont relativement imperceptibles au quotidien, c'est très sympa. Si vous écrasez l'accélérateur quand vous êtes en mode électrique, comme sur toutes les voitures hybrides rechargeables, eh bien il y aura cette petite latence qui fait que on va attendre une fraction de seconde. Il n'y aura pas une réaction aussi vive et immédiate qu'avec le moteur électrique évidemment, qui répond instantanément. Là il faut réveiller le moteur thermique, donc il y aura cette petite latence d'une fraction de seconde pour que le moteur thermique se mette en marche et provoque une poussée suffisante. Donc voilà, autrement dit, raison de plus pour rouler cool. Un petit mot concernant le freinage et plus spécifiquement la pédale de frein. Pédale de frein qui, je trouve, manque un petit peu de progressivité. En tout cas, l'attaque est assez spongieuse, ce qui est un petit peu déroutant au début. Il faut un certain temps d'adaptation. J'aurais aimé un freinage un petit peu plus convaincant, incisif dès le début de la course de la pédale. Là, c'est pas le cas. Il faut l'enfoncer pas mal. Alors, ça m'a perturbé au début de la semaine, de la semaine d'essai. Là, on est à la fin de la semaine d'essai. C'est pas quelque chose auquel je pense en permanence, mais je sais que j'ai dû m'y habituer. À cette pédale qui procure une sensation qui n'est pas constante au niveau de la course de la pédale. Autre type de freinage, le freinage par récupération d'énergie. Et ici, c'est un peu particulier sur ce Q3, puisque quand on lève le pied de la pédale d'accélérateur, eh bien la voiture a toujours tendance à privilégier la roue libre, de privilégier l'élan en fait, profiter de l'élan vu la masse de la voiture, profiter de l'élan pour ralentir le moins possible et du coup parcourir des centaines de mètres, on va pas dire des kilomètres, mais des centaines de mètres sans consommer une goutte de carburant ou un fragment de kilowattheure. Donc c'est la roue libre qui est plutôt la tendance. Si vous voulez récupérer davantage d'énergie, évidemment, ça se fait lors du freinage. Quand vous freinez, la petite aiguille, elle descend sur charge. Donc là, vous récupérez pleinement de l'énergie. Un autre type de fonctionnement donc en matière d'utilisation d'énergie. Attention cependant, la récupération instantanée, elle n'est pas illimitée. Donc sur un freinage appuyé, vous allez gaspiller de l'énergie puisque la voiture ne sera pas capable d'emmagasiner autant d'énergie en une fois. Autrement dit, ce qu'il faut faire, c'est justement privilégier le lever le pied de l'accélérateur relativement tôt pour profiter de l'élan et utiliser le freinage par friction, donc en enfonçant la pédale de frein uniquement quand c'est nécessaire et pas faire de freinage appuyé qui serait un peu du gaspillage d'énergie et c'est un peu dommage. Un petit mot concernant l'éclairage sur cette voiture qui est très satisfaisant. De base, l'éclairage LED est de série, mais pour toutes les petites coquetteries supplémentaires, les clignotants à défilement à l'arrière, clignotants à défilement à l'avant et à l'arrière, ou bien les phares LED Matrix, eh bien ce sera en supplément et les suppléments s'ajoutent aux suppléments sur cette voiture qui est équipée de la totale, donc clignotants à défilement à l'avant, à l'arrière et les phares Matrix LED. On est quand même à 2000 €.
Un point qui vous intéresse tout particulièrement, c'est bien sûr la consommation, l'autonomie réelle de cette voiture en mode 100% électrique. Je vais donc m'arrêter quelques instants histoire de vous donner tous les chiffres. Durant cette semaine d'essai, j'ai parcouru 540 km. Rappelons que cette voiture, elle est donnée pour 50 km en mode 100% électrique en norme WLTP. J'ai rechargé évidemment à chaque fois que c'était possible sur mon lieu de travail et à mon domicile. Aussi, je pense sur un ou deux chargeurs à l'extérieur de chez moi pour tester. A contrario, j'ai aussi de temps en temps accéléré. J'ai été un petit peu plus dynamique, un peu plus incisif au niveau de la pédale d'accélérateur. Je suis passé quelques fois en mode dynamique également, tout ça pour tester. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on a une bonne moyenne. Sur l'ensemble de cette semaine de test, donc avec ces 540 km parcourus, eh bien on est à une consommation de 3 litres au 100, 3 litres d'essence au 100 et 15,2 kWh au 100 d'électricité. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt convaincant. Ça veut dire que si au quotidien, et je suis sûr qu'il y a moyen de descendre encore un petit peu en dessous de ça, si au quotidien on prend la peine de recharger, qu'on a la possibilité de le faire sur le domicile, le lieu de travail ou les deux, et que on a un lieu de travail qui est pas qu'on n'est pas sur la route toute la journée évidemment, sinon ça ne sert à rien, et qu'on travaille à quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Moi c'est 50 km, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que on va réaliser pas mal de ces trajets en mode 100% électrique, le mode qui évidemment est celui qui coûte le moins cher. Alors qu'est-ce que j'ai réalisé comme test? Combien de kilomètres peut-on réellement parcourir en mode 100% électrique? Je vous le disais, 50 km, c'est la valeur WLTP, c'est la théorie. En pratique, on sait que c'est jamais évidemment la théorie qu'on atteint. Et pourtant, on n'est pas si loin ici, on peut même l'atteindre, cette valeur théorique. Alors, sur de l'autoroute, on sait que c'est là que ça consomme le plus, ce sera 30 km. 30 km sur autoroute, 40 km si vous privilégiez les nationales plutôt que l'autoroute. Et on va titiller les 50 km quand même, si on est en milieu urbain, en se passant des voies rapides et des autoroutes évidemment. Batterie vide, si vous êtes amené à faire un long trajet, vous êtes nombreux à vous poser la question et c'est bien normal, 50 km c'est bien, 30, 40, 50, mais si je dois faire 200 km, combien je vais consommer une fois que la batterie sera vide? Rassurez-vous, la consommation elle n'explose pas sur cette voiture, on va se retrouver aux alentours d'une consommation moyenne de voiture équivalente, en sachant que le SUV n'est pas le style de voiture qui est le plus économique à l'usage, avec évidemment une prise au vent plus importante. On va se retrouver donc dans la moyenne de ce qu'on consomme avec un SUV et un moteur essence équivalent, aux alentours de 8 litres au 100, c'est votre consommation sur des trajets exceptionnels. Mais rappelons que on va dire, la consommation elle explose. Bon, 8 litres au 100, c'est pas démesuré non plus, on n'est pas à 12 litres. Et en plus, ça ce sera pour les trajets exceptionnels. Quand vous faites 300, 400, 500 km, forcément vous n'aurez pas l'occasion de recharger tous les 50 km. Et donc là, vous avez une consommation exceptionnelle à ce moment-là sur un trajet donné. Si au quotidien, vous jouez le jeu de la recharge sur votre lieu de travail, à votre domicile, vous n'aurez pas cette consommation-là, vous aurez une consommation bien plus basse. La mienne, par exemple, 3 litres au 100, 15,2 kWh au 100, en fonction de combien vous payez l'électricité, etc. Et certains qui ne la payent pas, voilà, ça va encore diminuer le coût de revient de cette voiture, le coût au kilomètre. Et donc, on peut se permettre de temps en temps d'avoir des trajets plus longs avec une consommation supérieure, 8 litres au 100. En l'occurrence ici, on sera de toute façon loin de rattraper l'équivalent en 100% thermique. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de ce Q3 hybride rechargeable 45 TFSI-E. Il est disponible en Belgique à partir de 46 050 €, ce sera 49 150 € sur le marché français. Cette version que vous avez sous les yeux, cet exemplaire d'essai est équipé de pas mal d'options, évidemment la liste est longue, avec la finition S-Line tout d'abord dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les phares LED Matrix, les feux également LED avec clignotant à défilement, le pack business, la suspension avec régulateur d'amortissement, la caméra de recul, les rétroviseurs extérieurs de couleur noire et le Shadow Look. Tout ça nous emmène à une facture finale de 62 070 € et 4 petits centimes. Si vous voulez déterminer le prix de votre Q3 hybride rechargeable, rendez-vous sur le configurateur en ligne. Toujours concernant le prix, vous allez peut-être faire de cette voiture votre prochaine voiture ou voiture de société. Dans tous les cas, eh bien, contactez Arval, partenaire de Charging Station sur arval.be et demandez une offre, que ce soit en leasing pour particulier, c'est-à-dire le private lease, ou en leasing pour professionnel, c'est-à-dire le leasing opérationnel. Dans tous les cas, c'est une formule tout compris, zéro tracas. Demandez une offre, ça ne coûte rien. Et pour ce faire, rendez-vous sur arval.be. Si vous êtes en France, les formules sont un tout petit peu différentes, mais demandez là aussi une offre sur arval.fr.
En conclusion, on peut le dire, valorisant et fiscalement intéressant, ce Q3 hybride rechargeable doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un compagnon de route idéal si vous cherchez à rouler cool et tout simplement à rouler en faisant des économies, donc à diminuer vos coûts d'utilisation. Si vous cherchez un SUV, un mini SUV pour une conduite dynamique, ce n'est certainement pas cette version que vous allez choisir. Alors deux bémols tout de même, tout d'abord un catalogue des options qui est extrêmement épais et qui au final peut faire très vite grimper la note, et puis d'autre part, des plastiques assez basiques à l'intérieur et notamment au niveau de la console centrale, c'est un petit peu dommage. Alors comme toutes les autres marques, Audi cherche à réduire les coûts, mais il ne faudrait pas que ça se voit trop. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Direction l'Italie la semaine prochaine, je vous le disais, dimanche à 18 h. On aura rendez-vous avec l'essai de la Fiat 500 100% électrique. Direction les États-Unis ensuite avec le nouveau Jeep Compass version hybride rechargeable. Et puis ensuite, direction l'Allemagne avec l'Audi RS e-tron GT. Je vous en parle depuis quelques semaines maintenant. J'ai hâte de vous proposer cet essai avant de partir en Suède. Direction la Suède et pour clôturer ce mois de juin, ce sera l'essai de la Volvo XC40 100% électrique. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci 1000 fois de votre fidélité et à bientôt.